Regardez le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, il y a littéralement 25 personnes dans une pièce qui prennent une décision. La FED, c'est 12 personnes qui font la même chose. J'ai un ami qui dit toujours, 12 personnes prennent une décision pour l'argent de minimum 330 millions de personnes. Ça ne passe pas avec la nouvelle génération. Disons que j'ai 200 000 $ à investir. J'ai 10 000 $, 100 000 $, 1 million de $. Que devrais-je en faire? Que me recommandez-vous? Je dirais étudier. Il y a des avantages dans l'argent, l'or et le Bitcoin. Et vous devez connaître ces avantages ainsi que les inconvénients. Ça ne coûte rien d'étudier, mais c'est la chose la plus importante à faire. C'est pour ça que je recommande d'écouter Stansberry. Je suis très optimiste par rapport à l'argent, car c'est abordable aujourd'hui. Il est à 25 $, 50% de moins que son prix le plus haut, et ça n'a pas bougé. C'est pour ça que j'en achèterai. Mais ça ne veut pas dire que vous devez obligatoirement le faire. Si vous aviez les 200 000 $, et je sais que vous les avez, votre plus gros investissement serait l'argent parmi les trois? J'ai déjà des possessions. J'ai acheté du Bitcoin quand son prix était bas. Mais j'ai dû comprendre son fonctionnement avant d'en acheter. J'ai acheté ma première pièce d'or en 1972 à Hong Kong, chez Krugerrand. Et j'ai acheté ma première pièce d'argent en 1964 à 17 ans. Ça fait longtemps que je suis là. Je ne suis pas seulement optimiste, j'adore ça. Je suis un capitaliste. Je suis un hard money. Je ne suis pas dans les économies sociales qui sont de l'ordre du keynésianisme. Il y a l'argent de Dieu, l'or et l'argent des hommes, le Bitcoin ou les crypto-monnaies. Et je pense que c'est important, surtout pour les gars comme moi, de comprendre le monde des cryptos, car c'est un monde qui vient à nous aujourd'hui. Et les gars comme nous, dans l'or et l'immobilier, sommes de plus en plus éliminés. Aujourd'hui, il y a cette bataille entre les vieux et les jeunes. Les vieux se retrouvent dépassés. Buffett, par exemple, est anti-or et anti-crypto. Et je me dis, sérieux, comment tu peux être anti quelque chose ? Il faut voir les pour et les contre de chaque chose. Mais il n'a pas à s'en inquiéter, il fait beaucoup d'argent. Ensuite, il y a les gars comme Jim Rickards, un ami à moi qui dit « la crypto est morte ». C'est la raison pour laquelle j'adore YouTube. Je peux m'y balader pour trouver un autre point de vue. Vous, les jeunes, vous êtes tellement intelligents. Vous êtes loin en ce qui concerne l'éducation financière, mais surtout, vous êtes conscients, alors que les vieux sont plutôt fermés d'esprit sur ce qui concerne votre monde. Vous devriez jeter un coup d'œil au monde des cryptos, même si vous êtes fermé d'esprit comme ces vieux gars. Je pense que quand vous commencez à vous intéresser au marché financier, surtout au point de vue macroéconomique, il y a des problèmes et des solutions. Et ce qui finit par se passer, c'est que ceux qui investissent dans les métaux précieux et ceux qui investissent dans les crypto-monnaies se mettent d'accord sur la plupart des problèmes. Il n'a pas de secret. Si tu imprimes beaucoup d'argent, cette monnaie sera dévaluée. Il y a une grosse dette de la société, le bilan de la FED est hors de contrôle. Généralement, nous sommes tous d'accord là-dessus, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. La question est, que faire? Et je pense que quand on s'accorde sur des solutions, c'est cette idée de monnaie saine. Que ce soit l'or, l'argent ou le Bitcoin, ils ont tous divers aspects de monnaie saine. Donc là, on se dit que l'or a 5000 ans au compteur et le Bitcoin seulement 11. Alors oui, forcément, il va y avoir une hésitation quand on va parler du Bitcoin. Alors je dis aux gens, regardez, l'avantage du Bitcoin, le plus important, c'est sa transparence complète et sa traçabilité. Vous savez exactement combien il existe de Bitcoin, combien on en produit chaque jour. Vous connaissez l'équation de l'offre et de la demande, et c'est sûr à 100%. C'est donc juste un problème générationnel. Les plus vieux ne sont pas habitués à toucher les technologies digitales, alors que les jeunes le sont. Donc chacun choisit son actif, mais les deux ont ce principe de monnaie saine. Et je pense que les deux s'en sortiront bien à la fin de cette crise économique. C'est pour ça que je me suis converti au Bitcoin. C'est ma raison, et c'est Anthony qui me l'a montré. En même temps, la FED imprime des milliers de millions de dollars. Le Bitcoin se resserre. Le Bitcoin devient plus dur et le dollar plus mou.
Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette distinction? Ouais, si vous prenez l'assouplissement quantitatif, c'est littéralement la FED qui imprime des dollars et qui inonde le marché avec des dollars, n'est-ce pas? Ça crée un nombre plus important de dollars en circulation. C'est l'assouplissement quantitatif. L'opposé de cela, le durcissement quantitatif ou le resserrage quantitatif, serait qu'il retire des dollars de la circulation. Donc, ce qu'il se passe avec le Bitcoin ressemble à du durcissement quantitatif. Il y a 21 millions de Bitcoins créés. Au début, toutes les 10 minutes, 50 étaient distribués dans la circulation. Cela a été programmé pour être coupé en deux 4 ans plus tard. Après 4 ans, de 50 bitcoins toutes les 10 minutes, on en est à 25. Puis au bout de 4 ans, encore coupé en deux, on arrive à 12. Et au début du mois de mai, on est passé de 12 à 6,5. Alors, comment le prendre? Eh bien, on est passé de 1800 par jour créés et qui entraient en circulation. Maintenant, il n'y en a que 900. Donc, quand on pense à l'opposé de l'assouplissement quantitatif, on pense au durcissement quantitatif. On obtient un cap artificiel d'approvisionnement qui devient de plus en plus difficile à obtenir chaque jour. Donc, tant que la demande reste la même ou monte, la valeur du dollar devrait augmenter. Et donc, la clé de cette question, pourquoi les jeunes gravitent autour de cet actif? Premièrement, c'est programmatique. Comparé à la FED, les gens parient des milliers de millions de dollars sur le marché. La FED va-t-elle imprimer plus ou non? C'est la seule décision qui importe. Avec le Bitcoin, on sait avec une certitude de 100% ce qui va se passer. Deuxièmement, c'est que c'est programmatique. Personne ne peut le manipuler. Donc dans le monde dans lequel on allume la télé, tout le monde se bat en se demandant ce que fait la FED. Personne ne peut manipuler ce marché. Personne ne peut changer le calendrier d'approvisionnement de ce marché programmatique. La FED est une banque centralisée. Centralisée veut aussi dire communiste, dans son commandement et dans le contrôle d'un gouvernement centralisé. C'est du communisme. Le Bitcoin, l'or et l'argent ne sont contrôlés par personne. Donc l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'acheter de l'or en 72, c'est parce que la FED ne pouvait pas jouer avec. Ils ont joué avec à un certain niveau, mais ils ne peuvent pas en imprimer beaucoup. C'est ce que je n'aime pas à propos du dollar. C'est donc ce qu'on veut dire quand on dit programmatique. Mais j'appelle ça l'argent du peuple, car il n'y a pas quelqu'un comme Jerome Powell, le président de la FED, qui peut dire « aujourd'hui ça va faire ça, et demain ça va faire ça ». Tout est déjà prévu pour des années. Combien de pièces vont sortir, etc. Ouais, par exemple, si vous regardez le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne, il y a littéralement 25 personnes dans une pièce qui prennent une décision. La FED, c'est 12 personnes qui font la même chose. J'ai un ami qui dit toujours, 12 personnes prennent une décision pour l'argent de minimum 330 millions de personnes. Ça ne passe pas avec la nouvelle génération. Donc quand vous regardez le Bitcoin, il y a du code qui a été écrit et qui ne peut que changer seulement si plus de 50% des gens sur le réseau sont d'accord pour le changer. Donc quand il y a des millions de personnes qui essayent de coordonner quelque chose, rien ne se passe. Donc ce code ne changera pas. Il va rester comme il est, et s'il y a un changement, tout le monde le verra arriver. C'est complètement décentralisé. Le système des vieux est centralisé par des vieux qui contrôlent et qui obtiennent du cash, n'est-ce pas? Oui, et une façon de voir la chose est que le dollar américain est une monnaie souveraine. C'est contrôlé par une nation. Chaque nation a sa propre monnaie qu'il manipule à leur guise. On le voit à travers le monde. Tout le monde manipule sa monnaie. Le Bitcoin est la séparation de l'État et de l'argent. C'est la première fois que l'on voit une monnaie plus à l'écart encore que l'or. D'un coup, aucun pays ne peut manipuler la politique monétaire. Donc ce qui va se passer, je pense, c'est que toutes les monnaies seront digitales. Un dollar digital, un euro digital, un yen digital, etc. Donc la technologie sera la même partout. La compétition sera au niveau de la politique monétaire. Et je pense personnellement que la séparation de l'État et de l'argent sera considérée comme de la politique monétaire supérieure. Comme l'or qui pendant des décennies a été considéré comme la plus grande réserve de valeur grâce à ce principe de monnaie saine. C'est vrai, et nous allons prendre une pause, mais il y a plein de choses encore à comprendre. Quand les États-Unis vont-ils sortir un dollar digital? Telle est la question.